morning Alissa. Donc Alissa est en Californie, donc pour elle il est 6h30 du matin. So good morning to you. Thank you for being with us. Donc voilà, je vais vous présenter un peu rapidement notre propos. D'abord, je vous remercie tous les organisateurs, tous ceux qui ont conçu et puis pris en charge cette série de conférences qui me semble vraiment importante à l'heure actuelle, dans la situation actuelle. Donc, je vais vous dire deux mots déjà de notre conférence. La première, il y aura une première partie qui traitera de l'art contemporain ukrainien en général et de ses racines historiques. Elle s'appuiera donc sur ce livre qu'Alissa a fait avec nous. L'idée de ce livre est née il y a un an et demi, bien avant les événements. On avait eu l'idée de faire quelque chose qui pourrait présenter l'art ukrainien contemporain au public français. Donc c'est un livre accessible à ceux qui, comme moi à l'époque, ne connaissaient pas bien cette région du monde, sa dimension culturelle. Et on s'est rendu compte que pour bien expliquer cet art d'aujourd'hui, l'art de l'Ukraine d'aujourd'hui, il fallait remonter à ses racines historiques. Et on a commencé donc à remonter aussi loin qu'il était nécessaire. Il nous est apparu qu'il fallait remonter au moins jusqu'à la fin du XIXe siècle pour comprendre la situation contemporaine de l'Ukraine. Donc il en est sorti ce livre qui traite en fait de plus de 100 ans d'histoire de l'art ukrainien. Voilà. Donc, on ne va pas faire un résumé du livre avec vous parce que ça n'a pas d'intérêt. On a choisi quatre aspects, quatre questions fondamentales que je vais essayer de voir si ça fonctionne. Donc, j'appuie là. Il n'y avait pas le plan de l'exposé qui est là. Bon, mais je vais vous le dire. Donc, on a pris. Ah oui, c'est exactement, voilà. Donc, pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu. Donc, on va traiter de quatre aspects de l'art contemporain ukrainien dans leur contexte historique. D'abord à partir des Cosaques de Répine, une réflexion sur la tradition de la suite de ce tableau très connu. Ensuite, on va parler de la spécificité de l'avant-garde ukrainienne. Et puis deux aspects qui sont les plus importants, peut-être les plus clairement ukrainiens, qui sont l'art populaire et puis l'école de Kharkiv qui est une école de photographie. Et dans une deuxième partie de cet exposé, on vous présentera, Alissa vous commentera un certain nombre d'œuvres produites aujourd'hui, c'est-à-dire en février et en mars, par des artistes ukrainiens qui se trouvent dans un contexte de guerre, soit sur place, soit à l'étranger. Il y a notamment un artiste qui est à Paris, mais qui concerne ce contexte de guerre. Donc on a choisi 6 œuvres emblématiques que l'on commentera. Et puis après, donc, on laissera du temps pour que vous puissiez, pour qu'on puisse discuter, pour que vous puissiez poser les questions sur ce qui vous intéresse, soit cette dimension plus historique, soit la dimension plus immédiate de la situation des artistes ukrainiens aujourd'hui. Alors, de manière générale, pour présenter les choses, alors je ne sais pas pourquoi ça. Ouais. Pour présenter les choses, je dirais que l'art ukrainien, il a deux spécificités au cours de cette période qui va de début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. D'abord, il est extrêmement sensible à l'histoire de l'Ukraine. Et cette histoire, c'est une histoire très, très dure, pas seulement ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi depuis le début du XXe siècle. Après la Révolution, la guerre civile a été particulièrement difficile en Ukraine. Il y a eu ensuite la famine de la fin des années 20, dans les années 30. Après, il y a eu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est principalement déroulée, enfin qui s'est en grande partie déroulée sur le territoire de l'Ukraine.
Et puis après, il y a eu donc, après la période soviétique, qui a été dure pour toute l'Union soviétique, il y a eu la perestroïka et ses difficultés qui l'ont été aussi sur le territoire ukrainien. Et puis évidemment, il y a la guerre aujourd'hui qui est une catastrophe pour l'Ukraine et notamment pour son patrimoine culturel. On parlera de la ville de Kharkiv tout à l'heure. Voilà. Donc la deuxième chose qui est importante, c'est l'extrême variété géographique du point de vue culturel de l'Ukraine. Vous avez des zones qui sont des zones industrielles, comme la ville de Kharkiv, vous avez des territoires ruraux, vous avez des capitales, vous avez la ville comme Odessa, qui a joué un rôle très important dans le mouvement conceptualiste moscovite notamment. Et donc dans ce livre, on a essayé de rendre toute cette diversité parce que l'art ukrainien, il est porteur, il est révélateur, symptomatique de toute cette diversité à la fois géographique et de cette variété de situations historiques souvent tragiques de l'Ukraine. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de commencer d'abord par donc notre premier point, l'art ukrainien dans sa perspective historique, c'est ce tableau de Ilya Repin. Les Cosaques Zaporog écrivent une lettre au sultan turc. Vous savez qu'il y a une exposition Repin à Paris qui a eu beaucoup de succès. Repin, c'était un peintre de l'époque de l'Empire russe, de l'Empire des Tsars, mais il était d'origine, il est né sur la terre d'Ukraine, il s'est beaucoup intéressé à l'histoire de ces régions, des régions des Cosaques Zaporog. Ici, c'est la deuxième version du tableau qui est au musée des Beaux-Arts de Kharkiv en Ukraine. Et donc c'est une figure ambiguë, c'est à la fois une figure ukrainienne en un certain sens, qui a pris pour motif des réalités nationales de ce pays, et puis c'est aussi une figure de l'Empire russe, puisque par exemple on sait que les personnages qui ont été le modèle de ces Cosaques sont en fait ses amis de Saint-Pétersbourg, puisque Repin travaillait dans la capitale impériale à Saint-Pétersbourg. Donc je vais interroger Alissa pour qu'elle nous dise quelques mots de ce caractère ambigu de cet artiste. Alors là, il y a un petit problème, j'appuie là. Voilà. Alissa, yes, do you hear me? Peut-être c'est bien comme ça, non? So, good morning once more. Could you tell us a few words about Repin, about this ambiguity of his personality as a member of the Russian Empire elite, and also this national Ukrainian aspect in his work, especially in this Cossack Zaporog? Thank you. Excuse me, Alissa, but I'll have to translate. It's better so everybody could understand. So just you make little stops so I can translate and resume your mind. Okay. Then, может, я по-русски тогда буду говорить? По-английски, если предпочитаешь. No problem speaking English. I think English is better. Okay. Then I just wanted to say thank you for everyone who came here today. Thanks, Igor, for the introduction, and I am really grateful to Nouvelle Edition Plus for being such an inspiration for me, for publishing this book, for writing this book, because Igor was not only the person who translated my book, but a person who inspired me to write this book. So I am really, really grateful to these people for doing all this for Ukrainian art long before Ukraine was everywhere in the news, unfortunately, due to such sad circumstances now. Bon, Alissa nous remercie. Bon, effectivement, c'est un livre qui est intéressant parce qu'il a été fait justement à une période où malheureusement
on ne s'intéressait pas à l'Ukraine alors qu'il y a une richesse culturelle effectivement considérable. Il y a deux ans, quand ce livre est sorti, on en a assez peu parlé, malgré tous les efforts que l'on a pu faire. Et ça, c'est à mon avis symptomatique de l'intérêt de l'Europe pour cette région qui se réveille malheureusement un peu tard. Voilà. Thank you, Alisa. Regarding Repin, Igor is right. It's a very ambiguous figure in the history of both Russian imperial and Ukrainian art, because in a way he belongs to both cultures. He's this type of hybrid figures, as we know, for instance, another famous Ukrainian and Russian writer, Nikolai Gogol, from the 19th century, who was also born and raised in Ukraine, but then had his most productive years in Russia, in St. Petersburg. So Repin is like that, and of course, the version of the artwork that we are showing you today belongs to the Kharkiv Museum, but the more known version of this painting is in Moscow, in Stipovskaya Gallery, and this is the iconic masterpiece of the art of the Russian Empire of the end of the 19th century. Donc Repin, c'est une figure semblable à Gogol. Gogol, c'est aussi un écrivain qui est né en Ukraine, mais qui a fait sa carrière dans la capitale de l'Empire, à Saint-Pétersbourg. Effectivement, là, vous avez la seconde version du tableau, mais la version principale, celle qui a été montrée à Paris à l'exposition, elle était dans les collections de Saint-Pétersbourg, du musée russe à Saint-Pétersbourg. In spite of the fact that my work mainly focuses on 20th and 21st century, we decided to include this artwork because both into my book and in this presentation, because it had a tremendous influence on Ukrainian art of the both 20th and 21st century. This is an iconic masterpiece which gave a lot of inspiration both to the artists in the Soviet Union and after the collapse of the Soviet Union for the contemporary artists in Ukraine. Alors pourquoi on vous parle de ce tableau ancien qui date de 1893 aujourd'hui? C'est parce que paradoxalement ce tableau ambigu qui est en même temps un produit de la culture impériale et de la culture ukrainienne a une influence majeure sur l'art ukrainien depuis l'époque soviétique jusqu'à aujourd'hui. Et on va vous montrer des exemples de ça. This artwork depicts Ukrainian Cossacks, so this, how to say it, small gangs of warriors who were active in Ukraine in the 16th, 17th century. It depicts a famous scene when the Cossacks are writing a letter to a Turkish sultan, and they are mocking the sultan. They are not like writing him the serious letters. They are having fun of this dictator, which makes this artwork relevant even nowadays. If you see Ukrainian social media, you will see that there are a lot of memes and there are a lot of jokes about this painting in the context of Russian invasion today into Ukraine, because this is the archetypical portrayal of this free spirit of Ukrainian nation, which doesn't want to obey to anyone. Alors justement, ce sont les Cosaques, c'était des soldats qui étaient actifs sur le territoire de l'Ukraine actuelle au XVIe au XVIIe siècle. Et ici, ils écrivent une lettre au sultan turc, mais c'est une lettre pour se moquer de lui, ce n'est pas une lettre sérieuse. Et Alisa voit dans ce tableau quelque chose qui suscite des échos aussi dans la réalité aujourd'hui, où l'Ukraine est face à l'invasion russe. Et on voit dans les médias, dans les réseaux sociaux, beaucoup de situations semblables à celle-là, où on s'oppose aussi en se moquant, de manière joyeuse, même face à une situation tragique.
Yes, this version which we are showing in this presentation of the artwork maybe doesn't give this impression, but in general the original artwork is extremely hyper-realistic, and it's predicting in a way the aesthetics of historical cinematographers. So it's a frozen scene from a blockbuster movie about Ukrainian history, and Ilya Repin during his time was heavily criticized for this dramatization of this scene, but this probably what made this so appealing to the mass audience in the 20th century, because it's a very believable image of Ukrainian Cossacks. Alors ce tableau, on le voit plus d'ailleurs sur la version, la première version que sur celle-là, mais sur celle-là c'est aussi perceptible. Il y a un style qui ressemble beaucoup au cinéma, il y a un style pratiquement cinématographique, qui a été critiqué à l'époque, mais qui en fait quelque chose qui fonctionne vraiment bien pour le public d'aujourd'hui. On voit bien cette image comme le cadre d'un film d'histoire, d'un film historique, d'un blockbuster sur les Cosaques ukrainiens. Maybe I go to show pictures from the film. You can say a few words about Mazepa, yes? Alisa? Okay? Yeah. Okay. Donc je continue, donc justement, hein, il y a un film qui a été fait, alors comment faire pour... Voilà. Can you say... Nicholas first shows that Deregus image, like I will... okay. Okay. So we were speaking about the influence of Ilya Repin on Ukrainian artistic canon, and if you take a look at this picture made in 1952 by the classic of socialist realism in Ukraine, Mikhailo Deregus, you'll see a striking resemblance to this artwork of Repin. The reason is that in the 1930s, Soviet artistic establishment decided that Repin would be like this emblematic figure for the development of socialist realism in Ukraine. So a lot of artists took him like as not only as an inspiration, but as a direct guidance in their work and in the ways they were portraying, especially Cossacks and Ukrainian historical images. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à l'époque soviétique, Repin, c'est devenu vraiment le canon pour toutes les pour tous les tableaux figurant la réalité nationale ukrainienne. Et là, on voit bien sur ce tableau qui date de 1952, hein, qui est en pleine période soviétique, l'influence de Repin, la ressemblance entre les personnages de ce peintre qui était un classique du réalisme socialiste, donc l'influence sur ce peintre du tableau de Repin. Yes, and surprisingly, this influence of Repin prevailed even after the collapse of the Soviet Union, because of the art schools where most of the artists got the education. They were still Soviet and they still bore that line. Repin, socialist realism, and then the art of the independent Ukraine, as much as it wanted to break up with the Soviet traditions, still had this influence in the ways they were dealing with the topic of Ukrainian history and in the ways they were dealing with the imagery in general. So the next artwork that we are showing here is a drawing by Serhiy Yakutovich for a famous Ukrainian movie made in early 2000s dedicated to Hetman Mazepa, another figure of Ukrainian history. Alors ce qui est intéressant, c'est que même après la fin de l'Union soviétique, le modèle répinien, ce canon répinien a continué dans l'Ukraine indépendante. Pourquoi? Parce que la plupart des artistes de l'Ukraine indépendante avaient été formés au fond dans les écoles soviétiques où le modèle de la représentation de l'Ukraine était donné par Repin. Et là, on le voit très bien dans à la fois ce dessin hein, d'un artiste ukrainien qui date de l'année 2000 pour un film qui a été fait justement pour mettre en avant
la spécificité de l'Ukraine, la nationalité, le mouvement national ukrainien qui était consacré à un héros historique, Mazepa, eh bien on voit que au fond, dans cette, même si l'idéologie, la perspective était différente du point de vue esthétique, c'était toujours les canons répiniens qui étaient en œuvre et qui ont perduré depuis l'époque soviétique jusqu'à l'Ukraine indépendante et jusqu'au cinéma notamment de l'Ukraine indépendante. Maybe about comics. Yeah, and even after many years after the collapse of the Soviet Union, we still see this influence. For instance, in the graphic novel Daugavpils, which was made in 2012 in Ukraine, and we can still see some traces of the influence of Ilya Repin in the portrayal of Zaporozhye Cossacks, because again, the drawings for this graphic novel were made by an artist who got the education in Ukrainian art school, where Soviet canon and Soviet traditions still are alive. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est un dessin animé qui date, une bande dessinée pardon, qui date de 2012, hein, donc qui est vraiment récente, et on voit vraiment une référence directe au tableau de Repin, c'est-à-dire des Cosaques écrivent une lettre pratiquement dans la même situation que celle du tableau de Repin. Donc c'est intéressant de voir comment, malgré les bouleversements historiques, hein, on passe de l'Empire russe à l'URSS et puis à l'Ukraine indépendante, ce tableau est resté le modèle de la représentation à la fois de l'Ukraine dans le cadre d'un empire soviétique ou l'empire des Tsars et à la fois dans le cadre de l'Ukraine indépendante. Yeah, and indirectly, surprisingly, when we were preparing a text about Ilya Repin for Igor's new book on the Russian art in the 19th century, I found this striking resemblance between Repin's artwork and photographs by one of the most famous Ukrainian artists and photographers from Kharkiv, Boris Mikhailov, which he made in 2014 on the Maidan in Kiev during the protests. Alors vous savez qu'il y a eu au début, dans la première décennie des années 2000, des protestations sur la grande place de Kiev à Maïdan. Donc ces protestations ont été documentées par le photographe de l'école de Kharkov dont on parlera tout à l'heure, Boris Mikhailov. Et étrangement, donc en préparant un article sur le tableau de Repin, Alissa a trouvé des similitudes entre la situation de ces protestataires ukrainiens et la situation et la scène telle qu'elle est représentée dans le tableau de Repin. Donc hein, c'est une espèce de figure qui hante la réalité, l'art ukrainien et même la réalité politique ukrainienne contemporaine. But if in Boris Mikhailov artwork we see only indirect parallels with Repin's masterpiece, when it comes to the aesthetics of Ukrainian recent revolutions and mass protests in general, it is very interesting that people start reenacting sometimes these famous paintings on the Ukrainian historical topics and sometimes dress like figures from Ilya Repin's artwork. So in many, I assembled the whole archive now of photographs from Ukrainian revolutions in 2013-14 and later protests in the country, where people intentionally dress in those folk, not even only folk, but military Cossack costumes and look exactly like figures from this Ilya Repin painting during those protest situations. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une œuvre d'art, hein, c'est une photo d'un protestataire lui-même qui s'est habillé à la manière des personnages du tableau de Repin.
Hein, c'est-à-dire que vraiment c'est un destin étrange que celui de ce tableau qui date de l'Empire russe et qui en même temps est présent dans les œuvres des artistes de l'Ukraine indépendante et aussi dans la conscience, même dans la conscience des protestataires, des protestataires ukrainiens de la place Maïdan au cours des années 2000. So thank you. We'll speak about the second topic, the avant-garde. Alisa, just say a few words. Donc, il y a beaucoup de choses hein, dans le livre d'Alisa sur la spécificité ukrainienne, par exemple dans l'art nouveau, qui est très intéressant, mais on ne peut pas parler de tout. On a choisi un second aspect du fil qu'elle poursuit dans son livre et qui concerne l'avant-garde. Alors l'avant-garde, c'est un mouvement évidemment cosmopolite, un mouvement international et qui se veut comme tel, mais il y a malgré tout une spécificité ukrainienne de l'avant-garde, c'est-à-dire de ce mouvement esthétique du début du XXe siècle, hein, jusqu'à la fin des années 20, et notamment avec deux artistes importants. Le premier, c'est Bogomazov, dont vous voyez ici une œuvre qui s'appelle donc Aiguisage des scies. C'est une œuvre qu'il a faite à la fin de sa vie. Qui est particulièrement frappante par la vivacité de ses coloris, qui est sans doute l'un des fils conducteurs de l'art ukrainien. Can you say something about Bogomazov, Alisa, about the specificity of the Ukrainian avant-garde? Yeah, today it's very important to speak about various national modernisms and avant-gardes, especially in the context of Ukrainian art, because for many decades Ukrainian modernism and Ukrainian avant-garde was in the shade of Russian avant-garde, and to a certain extent it wasn't so well known to the general public, internationally especially. And today there comes a time to discover these new interesting figures in the history of international art, and Alexander Bogomazov is one of them. He was born in Russia, but his most important works were created in Ukraine, and his specificity is the way he treats colors, the way he works with light in his pictures. You can see that it's like extremely bright and extremely even electric to a certain extent. This energy of light and color are the characteristic features of his works. Alors, vous voyez donc effectivement, hein, Alice dit bien que bon, l'avant-garde c'est un mouvement international, mais en même temps, il y a une spécificité d'un certain nombre d'artistes ukrainiens, dont Bogomazov, et cette spécificité tient à la différence des autres représentants de l'avant-garde, à la vivacité de ses coloris. Et d'ailleurs, Bogomazov a écrit donc un livre vraiment intéressant sur les éléments de la peinture qui traite spécifiquement du jeu des couleurs. And the way he treated light and color was extremely important for him, because he even invented, in the spirit of the time when everybody was like speaking about their own trends in art, their own directions in art and art movements. So Bogomazov's art, he was calling himself spectralist. So spectralism, like this attention to the spectrum of light, was in the focus, in the center of his artistic practice. And at the same time, he's like dedicating his artworks to mundane Soviet everyday life. Like, for instance, logging, as we see in this one of the artworks that we reproduced in the Alors, ce qui est intéressant, c'est ce double aspect, un aspect formel. Hein, à l'époque, on réfléchissait beaucoup aux théories de la peinture, et donc
sa manière de peindre, hein, il le caractérisait comme un spectralisme, c'est-à-dire une attention particulièrement forte portée aux couleurs, mais en même temps il y a un autre aspect de cet art de l'avant-garde de Bogomazov, qui est une attention portée au quotidien, à la vie quotidienne, notamment à la vie ouvrière, puisque là il s'agit du travail des champs, hein, l'aiguisage des scies et le roulage des troncs que l'on voit bien sur ces deux tableaux. Maybe we speak about these design aspect of the Ukrainian avant-garde with Ermilov. Donc ça, c'est un autre... Yeah, in general, Soviet avant-garde and on the whole was extremely passionate about design and in particular book design. And Ukrainian avant-garde is not an exception to that rule. And of course, we see in this period a lot of interesting approaches to book design. And Vasily Yermilov, an artist and a great representative of Kharkiv avant-garde, is one of the names and one of the artists who paid a lot of attention to this direction in his artistic practice. Voilà, donc dans l'avant-garde, il y avait toute une dimension du design qui était vraiment importante, notamment du design du livre. Et Yermilov, donc, qui est un artiste, lui, de Kharkiv, justement, c'est l'un des figures majeures du design de l'époque de l'avant-garde, et en particulier donc, du design du livre, dont voilà un très bel exemple. Maybe, Alisa, a few words about the Ukrainian language and the Ukrainian language in the context of the avant-garde of the 20s and of the 30s. Yeah, language is one of the complicated topics for Ukraine always, because Ukraine historically, contemporary Ukraine, parts of it belong to different empires, and Ukraine is a very multi-language society where like people speak freely both Russian and Ukrainian, and but at the same time. Choosing this one particular language always becomes very political. So for early Ukrainian avant-garde of 1920s and early 1930s, it was extremely important to stress the importance of the Ukrainian language, because in that period, Soviet establishment still is rather flexible in terms of national politics, and it still gives artists a lot of freedom in how they are dealing with the issues of language and nationality. It will change very soon in 1936-37 when a wave of great terror will come, and a lot of artists who previously were freely using Ukrainian language and Ukrainian aesthetics in their works would be prosecuted and even killed for so-called bourgeois nationalism. Alors, donc la question de la langue en Ukraine est une question vraiment importante et une question complexe, parce que l'Ukraine est composée de régions qui ont appartenu à des empires différents, on y parle différentes langues, et souvent, parfois à la fois l'ukrainien, à la fois le russe, mais évidemment l'usage de ces langues peut avoir un sens aussi politique. Et là, on est dans une œuvre des années 30, donc le texte n'est pas russe, il est ukrainien, et Alisa nous dit que à l'époque, dans la première époque après la révolution bolchevique, hein, dans les 10 premières années, il y avait une attitude assez libérale, assez ouverte, notamment à l'égard de la langue ukrainienne, ce qui fait qu'il y a eu des publications en ukrainien comme celle-là. Mais les choses ont changé à partir du milieu des années 30, où au contraire on considérait que l'emploi de l'ukrainien était lié à ce qu'on appelait un nationalisme bourgeois, et l'usage de la langue dans la sphère de la culture et du livre était réprimé, voire puni de mort. Alors, maybe a last work about the avant-garde, this Kazimir Malevich work. Alisa, donc, je voulais juste dire à propos de... Donc là, c'est un représentant de l'avant-garde, majeur de l'avant-garde. Kazimir Malevich a fait un certain nombre d'œuvres à la fin de sa vie, dans les années 30,
des œuvres traitant de la réalité rurale où on voit des paysans. Alors a priori ce sont des œuvres qui ont un intérêt purement, un intérêt formel, évident, esthétique, mais ils sont quand même liés aussi à ce que l'on oublie parfois, à un contexte politique particulier, politique et social, qui est celui des grandes famines qui ont touché l'Ukraine. Malevich était né à Kiev et il est retourné y travailler à la fin des années 20. Could you say, Alisa, please, a few words about the political context? You said very well about this artwork. Yeah, of course. Malevich is one of these great contested figures of international avant-garde today, because he belongs to several cultures in parallel, because he's Polish by his descent. He was born and raised in Ukraine, and he was working both in Russia and also in Belarus. So it's a very complicated history, but at the same time, for Ukrainian art, Kazimir Malevich has a lot of relevance. First of all, because in his memoirs, which he left, he mentions a lot the importance of Ukraine and the importance of Ukrainian folk art and culture in his development as an artist and as a personality. And as you know, Ukrainian folk art is a very important, how to say it, aesthetics, and it's a very powerful part of Ukrainian culture, and it's very geometric, it's very abstract, and in a way, there are a lot of scholars today who find a lot of influence from Ukrainian folk art on the avant-garde, both in Ukraine and in Russia. Alors justement, ce qui est intéressant, Malevich est effectivement un représentant de l'avant-garde dans sa dimension internationale. Il est né en Ukraine, en même temps il a une partie aussi de culture polonaise. Il a écrit des mémoires sur sa jeunesse ukrainienne qui sont évoquées dans le livre. Mais il y a aussi un aspect important, et c'est une bonne transition pour la suite, c'est qu'on essaye de retrouver, on voit dans ses œuvres aujourd'hui, on découvre une influence de la culture populaire ukrainienne, dont on va parler tout de suite, qui se caractérise notamment par un usage des couleurs semblables et aussi par une dimension géométrique, une géométrisation de l'espace que l'on trouve dans les tableaux de Malevich. So it's a good transition, Alisa, for the folk art. Yeah. And we have chosen some masterpieces of folk art. Can you say something about the... This artist, for instance, Hanna Sobachka-Shostak, she is a very important representative both of Ukrainian folk art and Ukrainian modernism, because she was a lady who lived and worked in a village, but was heavily influenced by one of the leading figures of Ukrainian modernism, female artist Alexandra Ekster, and she was her Alexandra Ekster taught Anna Sobachka-Shostak, and later on in the Soviet Union, Anna Sobachka-Shostak, who in her works combines both the influence of the folk art and the influence of Ukrainian modernism, she taught other Ukrainian folk artists who also have this mixed aesthetics, which includes both elements of folklore and folk art and the element of professional art and Ukrainian modernism and avant-garde. Alors ce qui est important, c'est que l'art populaire, généralement, on considère que c'est un art qui est fait effectivement dans un contexte non académique, par des gens qui habitent dans des villages, et c'est en partie le cas, mais en même temps, ce qui est spécifique à l'Ukraine, c'est l'interaction qu'il y a eu entre des représentants de l'avant-garde, des représentants de l'art nouveau, les meilleurs d'entre eux, et les artistes dits artistes d'art populaire. Donc c'est absolument pas un art naïf. Ce parallélisme, ce passage, cette influence réciproque entre un art académique et un art populaire se voit vraiment très clairement sur des œuvres comme ça, si on les compare par exemple aux œuvres de Malevich,
et fait partie justement de la spécificité ukrainienne. Maybe, Alisa, could you say something about the woman aspect of this art, as you said in your book? Yeah, it's very important to keep it in mind that in Soviet Union, for instance, and of course in the Russian Empire, the major leading roles in the official art were reserved for males. Whereas the folk art became the territory of women, because traditionally in the folk and village household, women were the producers of artworks, and they were designing, like for instance, even if a family was involved in the pottery business, so the male would produce the vessel and the female would make the design of this vessel, color it, and so on. So it was a traditional way of how art was produced in that surrounding. And even after there was this huge wave of interest to folk art in the Soviet times, women were still very powerful and they were still the leading figures of Ukrainian folk art. Alors cet aspect féminin est vraiment important puisque dans l'Empire russe et comme en Union soviétique, le grand art, l'art académique était réservé aux hommes. C'était généralement des hommes qui étaient peintres. Et ici, on a dans cette sphère, dans l'art populaire, les artistes majeurs sont le plus souvent des femmes. C'est-à-dire que c'était une zone un peu à part, une zone de liberté dans des univers souvent répressifs et où l'art traditionnel, l'art classique, enfin le grand art, l'art académique était déterminé par des canons extrêmement stricts, souvent liés à des considérations politiques. Maybe we could say something about these works, Alisa, about Ekaterina Bilokur, about this cosmological aspect of this work. Yeah. This is one of the most outstanding representatives of folk Ukrainian art. And we probably have to make this note that Ukrainian folk art is a very ambiguous phenomenon. Because on the one hand, it bears all this resemblance and all this tradition of the previous epochs. And it is indeed folk and indeed real, but at the same time, the way how it was promoted in the 1930s was very political, because it started gaining relevance after the great famine of the 1932 and 1933, where millions of Ukrainian peasants died due to an organized effort of the Soviet government to put them into the collective farms. And when they resisted, like this was an artificial famine and with a lot of victims created. So after this situation and during the beginning of the Great Terror and repression for the artists were accused in bourgeois nationalism, which we already mentioned before, Stalinist ideologists needed some alternative. They couldn't show that the peasants were in miserable conditions. They couldn't show that everybody was killed among the official artists. So instead, they started focusing the attention of the general public on the folk art, like showing how that people in villages have such relaxed and amazing, comfortable life in the Soviet Union that they even create art. It was a very ideological effort to create this false, post-truth of the 1930s, of this happy life of Ukrainian peasants. But in the same time, this support to folk art surprisingly brought on the scene a very powerful and huge wave of art, which is still relevant and still extremely interesting until now. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un art assez ambigu, l'art populaire, parce qu'il a été favorisé par le gouvernement soviétique à l'époque où la vie objective, la vie rurale, était vraiment très très dure, frappée par des famines
où la situation objective donc, des gens qui vivaient, qui étaient victimes de la collectivisation forcée était difficile. Et donc on promouvait cet art un peu pour essayer de donner l'illusion d'une vie heureuse, d'une situation dans laquelle les habitants des campagnes auraient le temps aussi de se livrer à des... de peindre, hein, ne serait pas aux abois, mais en même temps, l'art populaire, indépendamment de cet usage idéologique, était une véritable zone de liberté où des tableaux comme ceux-là ont vraiment une dimension cosmologique. On a l'impression d'être plongé dans un autre monde que celui de la dure réalité des campagnes. Maybe we go to the last part of the first part of our presentation, Alisa, to the Kharkov School. Donc on va passer à quelque chose de très différent, qui est la quatrième partie, hein, le quatrième aspect de l'art contemporain ukrainien, après l'héritage de Répine, après l'art populaire et après l'avant-garde, à ce qui est sans doute aujourd'hui le plus connu de l'Ukraine, c'est l'école de photographie de Kharkiv. Donc déjà, le contexte est totalement différent de celui des campagnes. Kharkiv, c'est une ville de l'Est de l'Ukraine qui a une ville industrielle, qui a un patrimoine constructiviste considérable, qui a été reconstruite après qui a été, bon, que l'on doit à des constructions qui ont été faites dans les années 30, mais surtout à la reconstruction de Kharkiv après la fin après la Seconde Guerre mondiale. Maybe you could say a few words about the city of Kharkiv and the industrial context, Alisa, please. Yes, it's an extremely important city, and now, unfortunately, it is well known internationally due to the fact that there are severe Russian bombings there. And of course, you are right, Igor, when you are saying that this is a city famous for its constructivist architecture, because it was the first capital of Soviet Ukraine, and it's in 1920s and late 1920s and early 1930s, there were a lot of buildings that were made according to the fashionable back then constructivist aesthetics. And a lot of these buildings are in tremendous danger. A lot of them were already destroyed, and the most important building of the constructivist era in Kharkiv is this building that we see on this photograph. And it's also in huge danger today because every day there is a risk that it will be destroyed by Russian bombs. Alors effectivement, donc Kharkiv, c'est une ville qui est connue pour son patrimoine constructiviste. Exceptionnel. Là, on a le bâtiment du Gazprom c'était d'ailleurs la capitale de l'Ukraine hein, jusqu'en 1934. Donc, de 1919 à 1934. Et donc ce patrimoine, malheureusement, qui était exceptionnel, est malheureusement aujourd'hui en danger, notamment ce bâtiment, à cause des bombardements russes sur la ville, hein, qui ont détruit une partie de ce patrimoine et qui mettent en grand danger un autre. Voilà. Donc maintenant, on va parler de l'école de Kharkov, l'école de photographie de Kharkov, avec son principal représentant, Boris Mikhailov. Je dirais en deux mots, hein, l'école de photographie, elle est intéressante parce qu'elle n'a pas, à la base, hein, elle est née dans un contexte qui n'est pas celui de l'art académique, mais c'était des ingénieurs dans des clubs de photographie amateurs, des ingénieurs qui travaillaient dans les nombreuses usines de Kharkov, hein, qui travaillaient dans des clubs de photographie amateurs. Et ce qui fait que l'école de photographie de Kharkov a un aspect technique de photomontage. Là, vous le voyez par exemple sur ces images. Donc un aspect de jeu technique, mais en même temps une dimension de critique politique de la vie soviétique que l'on va voir avec Alisa.
So Alisa, maybe could you say a few words about these double aspect of the Kharkov School of Photography, this technical aspect and political aspect? Yes, Kharkiv School of Photography belongs to it's one of the most interesting phenomena of late Soviet Ukrainian art, and of course it has this first of all interesting features that most of the representatives of this photography of this school of photography, they do not belong to the professional art schools. They were engineers, just regular Soviet people joined this mass photographic movement of amateur photographers that was very popular in the Soviet Union. But instead of creating these images of happy Soviet life that were so widespread in the Soviet media, these artists started making highly critical artworks, which how to say it, reflected the all-encompassing ideology of the Soviet state and this situation of suffocation in which a person lived in the late Soviet times. For instance, this artwork that we are showing now belonged to the series Collective Red. No, next one, yes. So Boris Mikhailov, the artist of Kharkiv, was documenting the life of the Soviet Union and this incredible amount of the red color, which was present everywhere in people's everyday life. Red was the symbol of the Soviet Union, but due to the fact that it was everywhere, in the end of the days, people somehow stopped even noticing it. Like everything was red, but it's like you stopped, you got desensitized to this red color and probably also to the propaganda of the Soviet state by the end of 70s, early 80s. Alors justement, hein, donc l'école de Kharkiv, elle a ce double aspect. Elle est le fait d'amateurs à la base, d'ingénieurs amateurs qui participent de ce grand courant qui était très populaire à l'époque soviétique, des clubs de photographie. Mais en même temps, c'est une critique de la réalité soviétique, notamment ces deux dernières œuvres qui appartiennent à la série rouge. Hein, le rouge, c'était la couleur majeure de la propagande, c'était la couleur étouffante du quotidien que l'on voyait partout. Et à la fin de la journée, nous dit Alisa, avant l'Union soviétique, on avait du rouge par-dessus les yeux, par-dessus la tête, puisque tout était rouge. Et donc cette série rouge insiste sur cet aspect étouffant de la vie soviétique. Maybe a few words about the realities that the Soviet official photography did not show, the naked bodies, Alisa, yes, and the marginality. There were a lot of topics that were banned in the Soviet official photography, and those topics were explored by Kharkiv photographers of the 1970s and 80s. And one of those topics was a male naked body, for instance. It was a completely banned in the official narrative, but then, like for Kharkiv School of Photography, this becomes one of their central topics. Especially for this series, which was made in a Soviet classical sauna. You can see that this is documenting the everyday life of the Soviet people, and this is a typical example of Kharkiv School photography, which focuses not on this ideology, not on the how to say it, optimism and official slogans of the Soviet party leaders, but on the everyday life, sometimes ugly, sometimes grotesque, sometimes boring of the Soviet people in the Soviet Union. Alors voilà, donc ça c'est un autre aspect de l'école de Kharkiv, hein, c'est pas critiquer simplement la situation idéologique de l'école soviétique, mais justement de montrer des réalités du quotidien, des réalités banales, des réalités dures, un peu désespérantes, que l'on ne voyait jamais, notamment les figures de nus masculins qui étaient totalement bannies de la photographie officielle à l'époque.
Et juste quelques mots pour finir sur cette réflexion sur l'art contemporain ukrainien historique, avant de passer à la situation d'aujourd'hui. C'est la renaissance de l'école de Kharkov à l'époque, au début des années 2000, dans le cadre de l'Ukraine indépendante et dans le cadre de la nouvelle de l'économie de marché. Donc il y a un groupe qui s'appelle Soska, qui veut dire le biberon, la tétine, et donc qui emploie un peu les mêmes procédés pour dénoncer la difficulté avec laquelle s'est faite la transition vers l'économie de marché et les marginaux qu'elle a laissés sur le bord de la route. Maybe a few words, Alisa, about this revival of the Kharkov school, as you say in your book, in the 2000s. So Soska Group was created in 2004, 2005 in Kharkiv. And in a way, it also bears the influence of the Kharkiv School of Art in general, because it's interested in the same topics of everyday life, sometimes maybe not very appealing, sometimes very grotesque, but still it's very focused on the photography or on the document, on video, because when Kharkiv School of Photography was working in the 1970s, they still didn't have access to video. These artists already have video cameras, so they combine photography and video in their work. They're highly political, critical to the state. They are activists, and the first project that Igor was showing, the previous image, is an interesting part of their video work, where the artists were documenting. How to say it? They would give to people in Kharkiv, to those old ladies and some old men, masterpieces of international art, so pop art, some abstract expressionist art, and they would document this exchange for their video in great detail. Alors donc là, c'est cette espèce de renouvellement de l'école de Kharkov. Elle apparaît donc dans ce nouveau contexte politique, mais avec la même dimension de critique sociale. Ce qui est un peu nouveau, c'est d'abord l'accès à la vidéo. On fait beaucoup de vidéos, alors que l'école traditionnelle de Kharkov dans les années 70-80 n'avait pas les possibilités de le faire. Et là, donc, on donne à des personnes âgées qui sont dans des situations difficiles de la ville de Kharkov des pièces, des œuvres majeures de l'art contemporain. Il y a une espèce de décalage entre leur réalité et celle de ces productions. Voilà. Ça, is just a part of their large-scale documentary project where they were documenting the life of Ukrainian subcultures of late 2000s, and these are goths. Ça c'est la fin des années. Donc, de la même manière que l'école traditionnelle de Kharkov montrait un peu les dessous de la vie soviétique, ici on montre les réalités, les sous-cultures. Les sous-cultures de la ville, les marginaux, les jeunes marginaux qui sont représentés. Ça, c'est une image extraite d'un film intitulé Les Rêveurs. Voilà, donc ça, ce sont les quatre aspects de l'art ukrainien contemporain classique que l'on voulait vous montrer. L'école de photographie de Kharkov, l'art populaire, la résonance du thème cosaque à travers le tableau de Répine, et puis bien sûr l'avant-garde. Maintenant, on va vous parler donc en deuxième partie de la situation actuelle, de ce que font les artistes aujourd'hui dans le contexte de guerre, quand ils se trouvent face à la guerre. Et là, on va vous proposer... Alisa va commenter 6 œuvres qui ont été faites, encore une fois, vraiment aujourd'hui, dans les jours qui précèdent cette conférence. So maybe Alisa, maybe a few words about
the context about how nowadays contemporary artists today are facing this war situation in Ukraine, some general perspectives, general considerations? Yeah, this invasion, which happened on February 24th this year, was of course to a certain extent expected, but for most of the artists it was a surprise, because till the very last moment Ukrainian society believed that those threats would never come to life. And of course Ukrainian art scene is very developed, and Ukrainian artists are used to sharing their works on the social media, and immediately after this war started, a lot of artists started reflecting upon the current event in the form of their artwork and sharing it on the social media. And due to the nature of the social media, those artworks almost immediately got attention and got viral. And the interesting thing in this particular situation was that the domination of drawing. Because, for instance, in the revolution of 2014 and 13 in Ukraine, the most dominant genre was documentary photography. Every artist would take a camera, go to the streets where protests were happening, and just document what was going on. In this situation of this brutal war and this horrible shock and general distrust to photography due to this wave of post-truth of the recent years, drawing becomes a more intimate and in a way more trustworthy source of information, and the way how artists are sharing their thoughts and feelings about current protests and current war in Ukraine. Alors donc évidemment, on s'attendait peut-être à ce que quelque chose arrive, mais malgré tout l'invasion a été une surprise, a été brutale. Les artistes ont été évidemment très choqués, mais ils étaient habitués à partager, parce que bon, je le précise, beaucoup n'étaient pas en Ukraine, mais ils faisaient un grand usage des réseaux sociaux, et ils ont tout de suite commencé à travailler, et leurs images se sont répandues très vite, se sont diffusées sur les réseaux sociaux, notamment celle-ci qui a circulé très rapidement. Et alors l'idée de Alissa, c'est que ce que l'on constate de manière étonnante, c'est que dans cette situation, le style qui prédomine, paradoxalement, c'est le dessin. Vous l'avez vu avec la photo de Boris Mikhailov plus tôt. Dans les années 2014, quand il y a eu les protestations sur la place Maïdan, c'était la photographie que l'on mettait en avant. Les artistes allaient sur les barricades, prenaient des photos, faisaient des séries de photos. Or là, paradoxalement, on dessine. Et on a le sentiment que finalement, dans un contexte où les photographies, au fond, sont souvent utilisées à des fins de propagande, le dessin est beaucoup plus couramment employé et beaucoup plus apte à dire la réalité de l'émotion, la réalité de la situation que la photographie qui, en quelque sorte, est aujourd'hui dévoyée. Yeah, and these artworks which you see, like for instance the first one made by female artist Katerina Lisavenko was made a couple of days before the invasion started, but in the first days of the Russian invasion it became a viral image and symbol of Ukrainian protest, because this Madonna is not choosing to be passive. She is both she and her infant are aggressively protesting against the enemy whom we don't see in the picture, but we can imagine who that is. Alors voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, cette image elle est devenue virale, elle a été faite quelques jours avant l'attaque, c'est-à-dire le 22 février, 2 jours avant, mais elle est devenue virale comme une Madone donc, qui n'est pas passive, hein, qui n'est pas souffrante avec son enfant, mais qui proteste, et on devine contre qui. Voilà. This is the
a drawing that was made by an artist, Boris Kashapov, who managed to cross Romanian border, and in the refugee camp, so he crossed this border even without a passport, and with his wife and a small 4-year-old daughter, and it was a very complicated journey, but he was lucky because soon after that no males were allowed to leave the country. So in this refugee camp in Romania and later in Bucharest, he started making a series of drawings dedicated to the fear that he felt when he suddenly realized that bombs and airstrikes were like hitting Kiev in the middle of the night. Because you have to understand that this invasion started like almost like Nazis invaded Soviet Union in 1941, because it was in the dead of the night, almost at 5 o'clock, between 4 and 5 in the morning, when the Russians started attacking people, and they still conduct this airstrike at the same time in the dead of the night when people are extremely vulnerable, and this is a psychological torture for the Ukrainian people and for the civilians that is taking place every day. Voilà, donc ça c'est un artiste qui a réussi à sortir du pays pour se réfugier donc en Roumanie avec sa fille et sa femme, puisque maintenant il a eu de la chance que maintenant on ne laisse plus sortir les hommes. Et donc bon, ce visage de peur, hein, ça témoigne des peurs de la population face à une agression brutale, et qui profite aussi de la surprise, puisqu'il y a des attaques de jour comme de nuit, et l'attaque générale a été quand même une surprise, de la même manière que les Allemands ont attaqué l'Union soviétique en 1940. Il y a un côté inattendu de ces frappes qui interviennent le jour ou la nuit et qui terrorisent la population, donc qui est manifesté dans ce dessin. The next one is a direct allusion to Ukrainian folk art, Alisa, isn't it? Yeah, this artwork is also a part of the anti-war series made by an artist, Danilo Movchan, who lives and works in Lviv, and he's in his everyday life, normal life, he's a contemporary icon painter. He uses a lot of Christian symbols in his drawing dedicated to war, but this particular image doesn't have anything to do with Christian symbols. It's more focused on the legacy of one of the most prominent representatives of Ukrainian folk art of the mid-20th century, Maria Primachenko. Maria Primachenko's museum in Ivankiv, near Kiev, was the first important cultural institution that was destroyed by Russian airstrikes. And in this artwork, yes, exactly, Danilo Movchan takes a typical magical creature from Maria Primachenko works and colors this beast in the colors of Ukrainian flag, yellow and blue. And this beast from Maria Primachenko's works attacks some unknown small black creature, which apparently is symbolizing the Russian army in this case. Voilà, donc là c'est une reprise, hein, c'est pour ça qu'on vous a aussi montré, c'est intéressant de connaître un peu l'arrière-fond historique de l'art ukrainien pour comprendre ce que font les artistes aujourd'hui. C'est une reprise de cette œuvre de Maria Primachenko que l'on a vue plus haut, hein, de cet animal magique, fantastique, qui est ici repeint aux couleurs nationales de l'Ukraine, donc qui attaque un petit personnage noir qui symbolise les Russes, et donc qui est ici repris avec d'autant plus de pertinence que son musée a malheureusement été, le musée qui conservait les œuvres de Maria Primachenko a été bombardé. Voilà. Next one. Yeah, this work
was made by Ukrainian prominent contemporary artist, painter, and photographer Arsen Savadov. He's one of the main figures in contemporary Ukrainian art, and in spite of the huge danger nowadays in Kiev, he remains in his studio and he continues painting, and also he roams around the streets of Kiev with all its checkpoints and with all the curfews, but he's not afraid. He still loves his city, and he's walking around and he documents things. And with this, these are the pictures that he took after the beginning of the invasion on the windows of an abandoned Soviet hotel that was called Red Star. And somebody a couple of years ago had some art project, so they were installing all the photographs in the windows of this abandoned Soviet hotel. And later on, local authorities, in order to provide ventilation for this building, they just cut those holes in the windows. And in a way, it became a very powerful statement about this black hole of memory, about the 20th century, which still torture Ukraine, and which still influence Putin, who is so obsessed with history, who is so obsessed with the idea of reconstructing the 20th century and World War II, Stalinist times, and so on. Voilà, c'est un artiste, Arsen Savadov, qui est un des artistes majeurs de l'Ukraine d'aujourd'hui. Lui, il travaille à Kiev et bon, il est resté là-bas malgré le danger. Donc, il continue à circuler dans les rues, à documenter les choses qu'il voit. Et là, c'est un building qui s'appelait l'hôtel de Restart de la Croix-Rouge, enfin, pas de la Croix-Rouge au sens médical, hein, mais de l'Étoile Rouge, excusez-moi, de l'Étoile Rouge. Et là, donc, il y a eu un projet, hein, des artistes qui ont mis des photos issues des années 20 sur les fenêtres. Et ensuite, bon, les autorités, pour s'assurer une ventilation du building, ont fait des trous en forme de carré dans ces images. Et donc, bon, c'est une réflexion, une référence sur les années 20, sur l'histoire auquel on voudrait faire, enfin, qui est aujourd'hui une torture, hein, pour l'Ukraine, puisqu'on voudrait revenir à ce passé impérial, au passé qui date de cette époque. Voilà. This is another important artwork. It was made by Ukrainian artist Daria Koltsova, who was born and educated in Kharkiv, but later on moved to Kiev and then to Odessa. And this is the project which she started in 2014 when the war in Donbass in the east of Ukraine started. But then after the Russian invasion started to Ukraine, she decided to continue this project. It was a very important artwork about the accidental beauty of the designs which people use to protect their windows from airstrikes. Because this today you can see those designs on almost every window in Ukrainian house, because people are afraid that the glass might get broken, and they just tape those windows. So what Daria Koltsova made, she just was trying to show the actual beauty and geometric perfection of those taping. Voilà, c'est une œuvre donc qui a pour but de montrer la beauté, enfin accidentelle, hein, dit Alicia, la beauté par accident des structures qui sont à l'origine créées sur des fenêtres pour les protéger des chocs en cas de quand les bombes tombent, pour que les fenêtres ne se cassent pas, on colle de manière géométrique du sparadrap sur les vitres pour qu'elles n'explosent pas. Et donc cet artiste, hein, Daria Koltsova, a simplement s'est appuyé sur ces formes qui existent réellement pour en dégager l'intérêt esthétique, l'intérêt géométrique, voilà, de cette réalité de la guerre.
And the last work, the mushrooms, Alisa, Yes, Nikita work, Kravtsov. is a drawing by Nikita Kravtsov, a Ukrainian artist who was born in Kiev and who got a classical education in National Academy of Arts in Kiev and who currently works in Paris, and who is extremely politically active and who is organizing multiple demonstrations and protests against Russian invasion now in France, in different cities and all over the country. And this artwork is a part of his book, which is called The War of Mushrooms, and which, by the way, was recently published in France. And it was the first, it was first published in French, and then we were preparing for the Ukrainian edition of this book, and I wrote a preface for the Ukrainian version of this book. But it never happened because of the invasion. So it was like, in a way, you know, a very sad situation, which also echoes the plot of the book, because the book, The War of the Mushrooms, is the remake of a classical modernist art book by Grigory Narbuth, a famous artist of the early 20th century. But this is the version that Nikita Kravtsov made because of this constant threat of Russian invasion and constant rumors about the possibility of this invasion that was in the Ukrainian society since the end of last year. So this is the book about the war. It's a war between a peaceful society of mushrooms and aggressive Tsar of the Peas, who suddenly decides to invade the peaceful country of mushrooms, and then mushrooms have to protect their land. Donc c'est Nikita Kravtsov, donc c'est un artiste ukrainien qui a été formé à Kiev mais qui travaille à Paris, qui lui est un artiste vraiment très engagé donc contre la guerre, qui est très actif. Et donc là il a fait un livre qui est fondé sur un classique, enfin une histoire classique du début du XXe siècle, sur le paisible pays des champignons qui sont attaqués par les petits pois et qui se défendent, et qui essayent de résister, hein, et qui s'opposent à la guerre qu'ils subissent. Et voilà, c'est une reprise de ce livre très connu, hein, dans la culture ukrainienne, pour l'adapter à la situation dramatique d'aujourd'hui. Voilà. And this particular image is very interesting because it has a lot of connotations. Like the artist took this gun from the museum of Nestor Makhno, the leader of Ukrainian anarchists. He lived and worked in southern Ukraine in the beginning of the 20th century during the revolution of 2017 and later years. And it's like the symbol of Ukrainian anarchy and protests of that period. And Kravtsov is trying to hint that the mushrooms that are now fighting this horrible Tsar of the Peace actually grew on this gun of Nestor Makhno, because that's the original gun from his museum. So they are the descendants, maybe not direct, but from that anarchic, powerful movement of 1920s. Alors ça c'est bon, ce livre il est plein de symboles. Le pistolet, il a été pris, Kravtsov a pris l'image d'un pistolet qui est au musée de Nestor Makhno. Nestor Makhno, c'était ce qu'on appelait les Verts, hein. Dans la guerre civile en Ukraine, il y avait les rouges, les blancs et les verts. Et c'était un courant anarchiste ukrainien qui a été très puissant à l'époque pendant la guerre civile, dont Nestor Makhno était le chef. Et justement, c'est une référence à la volonté de liberté, à la capacité de résistance de l'Ukraine face à ce qu'on veut lui imposer. Thank you, Alisa. Goodbye. Thank you. Bye-bye.